Pour le bien de l'héritage, les enfants, satisfaits, emmenèrent leur mère de 70 ans dans la forêt et l'attachèrent à un arbre. À moitié inconsciente, la vieille dame entendit une voix d'enfant derrière elle. Madame Belland avait consacré toute sa vie à travailler dans sa propre entreprise pour assurer le bien-être de ses enfants, mais jamais elle n'aurait imaginé qu'il puisse se montrer aussi cruel, simplement pour obtenir son héritage. Elle était allongée dans un lit d'hôpital, fixant le plafond comme si elle cherchait quelque chose d'important au-delà du blanc stérile qui l'entourait. Ses pensées étaient embrouillées, comme des fils fins impossibles à démêler. Une larme solitaire roula sur sa joue, suivie d'une autre. Madame Belland pleure, murmura une voix douce. La vieille dame tourna la tête et aperçut une jeune infirmière. La jeune femme avait un visage doux, encadré de boucles claires et des yeux remplis d'une sincère inquiétude. « Tout va bien, ma chère, répondit-elle en essuyant sa larme du revers de la main. « Ne t'inquiète pas. » L'infirmière, manifestement, ne la crut pas. Elle s'approcha davantage et s'assit au bord de la chaise, près du lit. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui » demanda-t-elle sans détourner les yeux de la patiente. « Mieux, » murmura Madame Belland. Sa voix était rauque, comme celle de quelqu'un qui n'avait pas parlé depuis des jours. « Dis-moi, quelqu'un de ma famille est-il venu ?» L'infirmière hésita, détourna les yeux un instant, comme si elle cherchait ses mots. « Votre petit-fils est venu, mais... » La jeune femme s'interrompit, en quête de la bonne formulation. « Parle clairement, ma chère. À ton âge, moi aussi je voulais protéger les autres, mais la vie m'a appris que cela ne sert à rien, » murmura la vieille dame avec un léger sourire. L'infirmière déglutit péniblement avant de se lancer. « Pardonnez mon intrusion, mais je crois qu'il ne s'intéresse qu'à vos biens. » La vieille femme esquissa un sourire amer. « Ils sont tous pareils. » L'argent ? J'ai consacré toute ma vie à cette entreprise pour eux, et maintenant ils ne me voient plus que comme un portefeuille. C'est injuste, murmura la jeune fille. Madame Belland la regarda avec une chaleur inattendue. Et qu'est-ce qui est juste dans ce monde ? Tu es jeune, naïve. Avec le temps, tu comprendras. On dirait que vous avez déjà accepté la situation, répondit l'infirmière. Mais s'ils sont impliqués dans ce qui vous est arrivé. Ces mots semblèrent glacer l'air. La vieille dame resta immobile un instant, puis plissa lentement les yeux. « Que veux-tu dire par là » demanda-t-elle avec difficulté, se redressant dans son lit, s'appuyant sur les oreillers. « J'ai entendu votre petit-fils parler au téléphone. Il disait que si la police venait ici, elle pourrait découvrir la vérité. » La vieille dame la fixa, et une ombre de préoccupation traversa son regard. « Ils en seraient capables » murmura-t-elle. « Vous dites cela si calmement. Pourquoi ne le dites-vous pas à la police » La jeune femme semblait bouleversée. « Parce que cela ne changerait rien. L'argent est une malédiction. Ils sont capables de se détruire entre eux pour cela. Et moi, je ne suis qu'un obstacle. » L'infirmière en resta bouche bée. « Pardonnez-moi, mais, c'est horrible. » Horrible, répéta Madame Belland avec un sourire amer. Tu ne sais pas encore de quoi sont capables les gens, ma chère. Surtout ceux que tu aimes. Que comptez-vous faire ? demanda doucement la jeune femme en fronçant les sourcils. La vieille dame regarda un moment par la fenêtre, en silence. Ils ne verront pas un seul centime de l'héritage. C'est tout ce que je peux faire pour les punir. L'infirmière se leva, hésitant à poursuivre la conversation. Si vous avez besoin d'aide, dites-le-moi, dit-elle en posant doucement la main sur l'épaule de la patiente. Merci, ma chère. Mais il y a longtemps que j'ai appris à ne compter que sur moi-même. Quand l'infirmière quitta la chambre, le silence retomba comme un lourd manteau. Madame Belland se retrouva à nouveau seule avec ses pensées. Elle regarda autour de la pièce stérile, s'attardant sur la table de chevet où reposait un vieil album de famille. Elle tendit une main tremblante et en ouvrit la première page. Les visages souriants de ses enfants, encore petits à l'époque où leur rire était sincère, la fixaient. « Où ai-je échoué » murmura-t-elle en tournant les pages.
Chaque photographie réveillait un souvenir, les premiers pas de sa fille, le diplôme de son fils, un pique-nique familial à une époque où ils formaient encore une famille unie. Mais à la dernière page, son regard s'arrêta sur la photo de son petit-fils. Elle se rappela la froideur dans ses yeux, la dernière fois qu'il l'avait regardé. Si la police vient ici? Les mots de l'infirmière résonnaient encore dans sa tête. Madame Bellan serra l'album avec force entre ses mains. Si tel est leur plan, je ne les laisserai pas gagner, murmura-t-elle, et sa voix retrouva de la vigueur. Le silence fut interrompu par un coup frappé à la porte. Sans attendre de réponse, un homme entra dans la chambre. Grand, les tempes grisonnantes, élégant, c'était Hugo Duret, un vieil ami de la famille et son notaire personnel. « Barbara, ma chère, tu es splendide, dit-il en levant légèrement un sourcil. « Hugo, tu ne changeras jamais, vieux charmeur, répondit-elle avec un sourire, lui tendant la main pour le saluer. « Ce n'est pas dans mes habitudes d'ignorer les belles dames, rétorqua-t-il en souriant, avant de s'asseoir sur une chaise près de son lit. « Quel gentleman, commenta Barbara avec une moue amusée. « Bon, qu'est-ce qui t'amène? Tu m'inquiètes, Barbara, dit-il d'un ton plus grave. Que se passe-t-il? Barbara s'adossa à l'oreiller, et son visage se fit soudain sévère. Il semble que mes chers parents aient décidé qu'il était temps de se débarrasser de moi pour s'approprier l'héritage, dit-elle calmement, mais avec une amertume perceptible dans la voix. Duret fronça les sourcils. As-tu des raisons de penser cela? Des raisons? J'en ai à revendre. Je ne suis ni aveugle ni sourde. Et toi, Hugo, cela t'étonne? Son regard perçant transperçait son interlocuteur. Je l'avoue, oui, soupira-t-il en retirant ses lunettes pour les nettoyer avec un mouchoir. J'espérais que tes enfants auraient grandi avec de meilleures valeurs. Des valeurs? Répéta Barbara avec amertume. Leur seule valeur, ce sont les finances. Mais bien sûr, c'est ma faute, j'ai trop fait pour eux et j'ai trop peu exigé. Et qu'as-tu décidé? Demanda Duret en se penchant vers elle comme s'il attendait une révélation importante. Barbara esquissa un sourire, mais il était dénué de chaleur. Qu'il se débrouille seul. Voilà une déclaration bien ferme, observa-t-il en sortant un carnet de cuir et un stylo de sa poche. Tu comptes donc faire quelque chose? C'est bien cela, confirma-t-elle. Je veux que tu m'aides à préparer les documents. C'est précisément pour cela que je suis là, répondit-il, prêt à prendre des notes. Pour commencer, dit Barbara, je veux transférer l'entreprise à Élise. Élise leva un sourcil. Oui, confirma-t-elle. C'est la fille du premier mariage de mon défunt mari. Mon premier mariage vit à l'étranger. C'est une femme intelligente, elle ne m'a jamais rien demandé, bien qu'elle en ait eu l'occasion. Tu es sûr de ta décision? Demanda-t-il. Plus que sûr. Élise n'a jamais réclamé d'argent. Elle a des principes, ce que je ne peux pas dire de mes enfants, ajouta-t-elle. Barbara se tut, comme si elle refusait de prononcer ces mots à haute voix. Enfin, assez parlé d'eux. Duret prit rapidement quelques notes dans son carnet. Et le reste de l'héritage? Demanda-t-il avec précaution, sans lever les yeux. C'est simple. Je veux qu'après ma mort, on vende mes biens et que l'argent soit transféré à l'orphelinat où j'ai grandi. Barbara secoua la tête en le regardant, un léger sourire aux lèvres. Tu as toujours été imprévisible. Ce n'est pas une décision impulsive, Hugo, dit-elle d'un ton ferme. J'y ai longuement réfléchi. Tu es certaine que c'est la bonne chose à faire? Demanda-t-il doucement. Bonne ou non, c'est ce que je veux, trancha-t-elle. Un instant, le silence emplit la pièce, troublé seulement par les bruits lointains de l'activité hospitalière. Très bien, dit finalement Duret. Je préparerai tout au plus vite. Merci Hugo. Tu as toujours été digne de confiance. Rétablis-toi vite, Barbara, dit-il en se levant. Je reviendrai dans quelques jours avec les documents. Lorsqu'il partit, Barbara resta seule. Ses pensées tourbillonnaient à nouveau, mais cette fois avec clarté.
Je ne leur laisserai pas un centime, pensa T.L. en regardant par la fenêtre, où les branches des arbres se balançaient doucement dans le vent. Son cœur se sentit un peu plus léger. Elle avait un plan. Et les plans de Barbara Bellan se réalisaient toujours. La majestueuse demeure de Madame Bellan, avec ses hauts plafonds et ses colonnes massives, baignait ce jour-là dans une atmosphère tendue. Dans le grand salon se trouvaient ses 3 enfants, Édouard, Claire et Julien. Sur la table basse, devant eux, des verres de whisky, mais personne ne semblait détendu. Édouard, le plus jeune, était affalé dans un fauteuil, mais l'éclat nerveux dans ses yeux trahissait son agitation. « L'un de vous a-t-il vu le testament » lança-t-il soudain, brisant le silence en sirotant son verre. Claire, l'aînée, le regarda avec mépris. Toujours aussi élégante, mais ses lèvres pincées révélaient son inquiétude. « Non, mais il y a un mois, j'ai vu Monsieur Duret rendre visite à maman dans son bureau, dit-elle en levant les yeux au ciel. Je crois qu'elle préparait déjà quelque chose. » Julien, le fils du milieu, qui préférait toujours rester à l'écart, semblait particulièrement nerveux. Il se resservit un whisky et le but d'un trait. « Mon Dieu, notre mère a complètement perdu la tête, murmura-t-il. « On dirait bien, » confirma Édouard en se redressant dans son fauteuil. « Je suis le seul à penser qu'elle a décidé de nous laisser, ses propres enfants, sans rien ?» Claire se leva, s'approcha de la fenêtre, souleva légèrement le rideau et regarda la rue. « C'est possible, » dit-elle d'un ton pensif. Elle a toujours été obsédée par son entreprise. Elle se tourna vers ses frères, ses yeux brillants d'une colère contenue. « Et si on essayait d'ouvrir ce coffre ? Je suis sûr qu'elle y cache tous les documents importants. » Édouard éclata de rire, mais son rire sonnait faux. « Excellente idée, Claire. »« Et comment comptes-tu t'y prendre ?» dit-il en écartant les bras. « Tu crois qu'on est des cambrioleurs ? Tu pourrais, pour une fois, arrêter d'être inutile et faire quelque chose d'utile, répliqua T.L. avec dédain. Écoutez, intervint Julien en essayant d'apaiser la tension. Réfléchissons à la meilleure façon de gérer cette situation. À ce moment-là, le téléphone de Claire sonna. Elle regarda l'écran et resta figée. C'est maman, murmura-t-elle en levant la main pour demander à ses frères de se taire. Elle activa le haut-parleur. Oui, maman, répondit-elle d'une voix calme, même si la tension dans ses yeux trahissait ses véritables émotions. Claire, gronda la voix rauque de Madame Bellan. J'imagine que vous êtes tous réunis pour parler de l'héritage, n'est-ce pas? Édouard toussauta et Julien tendit la main vers un autre verre de whisky, mais il s'arrêta net sous le regard sévère de Claire. Maman, tu exagères, répondit-elle d'un ton agacé. Pourquoi ferions-nous une chose pareille? De l'autre côté du téléphone, un léger rire se fit entendre. Mes enfants, je vous connais trop bien, dit Madame Bellan. Vous êtes comme des prédateurs, vous ne laisseriez jamais passer l'occasion de dévorer votre proie. Claire leva les yeux au ciel, mais avant qu'elle ne puisse répondre, sa mère poursuivit. Mais... Un accès de toux se fit entendre à l'autre bout du fil. Que veux-tu dire? Demanda Claire, les sourcils froncés, la voix plus aiguë. Vous ne recevrez rien, déclara Madame Bellan, puis elle éclata d'un petit rire et raccrocha. Un silence lourd envahit la pièce. Elle a dit quoi? Demanda Julien, se levant brusquement. Rien. Elle se moque de nous. Je te l'avais dit, notre mère a complètement perdu la tête. Hurla Julien en faisant les 100 pas, visiblement hors de lui. On devrait l'interner, lança Édouard avec sarcasme. À quoi bon? Répondit Julien, l'air pensif. Si elle a déjà pris une décision concernant l'héritage, on ne peut rien faire. Claire plissa les yeux, concentrée. Pas encore. On ne sait encore rien de certain. Duret était avec elle. Il faut découvrir ce qu'il faisait là. Tu crois qu'il va nous révéler ses secrets? Douta Julien. On trouvera un moyen, trancha T.L. Mais pour l'instant, je pense qu'il vaut mieux qu'on rentre chez nous. Rentrer? Protesta T.Il en agitant les mains de frustration. On a un problème, et tu proposes qu'on se disperse?
Chacun pourra réfléchir calmement à la suite, répondit-elle fermement. Je ne prendrai pas de décision précipitée. Elle attrapa son sac et se dirigea vers la porte. Très bien, murmura Julien. Mais soyons prudents. Claire était déjà sur le seuil. Elle se retourna et ajouta. On en reparlera plus tard. Édouard et Julien restèrent dans le salon, se regardant l'un l'autre. Tous deux savaient que les jours à venir n'apporteraient que davantage de problèmes. Finalement, ils rentrèrent aussi chez eux. La nuit avait déjà enveloppé la ville de son obscurité dense lorsque Marc, le fils de Julien, arriva à une clinique privée. Sa voiture aux finitions chromées brillait étrangement dans la cour paisible du complexe hospitalier. Il descendit du véhicule et attendit qu'un homme le rejoigne, un homme en costume impeccable, mallette à la main, son notaire, Monsieur Laurent. Êtes-vous sûr que cela va fonctionner ? Demanda Monsieur Laurent en le regardant par-dessus ses fines lunettes. J'en suis certain, répondit Marc avec calme, en ajustant ses boutons de manchette. J'ai un plan. Ils entrèrent dans l'hôpital et se dirigèrent vers le poste de l'infirmière de garde. Une jeune femme au visage fatigué leva les yeux de son écran d'ordinateur, surprise par l'arrivée tardive des visiteurs. Désolé, messieurs, mais les heures de visite sont terminées, dit-elle poliment mais fermement. Marc fit un pas en avant, un sourire rusé éclairant son visage. Peut-être pourriez-vous faire une exception pour nous, dit-il doucement en sortant quelques billets de sa poche intérieure et les tendant à l'infirmière. Elle resta immobile un instant, fixant l'argent, puis jeta un regard prudent au comptoir vide et au couloir désert. Juste pour cette fois, murmura-t-elle en acceptant l'argent et leur faisant signe de la suivre. Marc et le notaire traversèrent un long couloir. Leurs pas résonnaient dans l'espace vide, mais ils avançaient prudemment, veillant à ne pas attirer l'attention. Arrivée devant la chambre de Madame Belland, l'infirmière s'arrêta. 5 minutes, avertit-elle. Et pas de bruit. Elle ouvrit la porte. La pièce était petite mais élégamment décorée. Dans le lit reposait sa grand-mère, Madame Belland, pâle, mais encore impressionnante par sa posture et son regard. « Grand-mère » s'exclama-t-il avec un grand sourire. « Comment te sens-tu » La vieille femme tourna lentement la tête vers lui, plissant les yeux. « Tu n'y arriveras pas, murmura-t-elle. Ou bien tu crois que j'ignore que tu as essayé de m'empoisonner. » Marc resta figé, son sourire s'effaçant. « Qui t'a raconté une pareille absurdité » demanda-t-il, la voix tremblante. « Je sais beaucoup de choses, Marc, répondit-elle en le regardant avec suspicion. « Tu crois vraiment que tes petits jeux resteront impunis » Monsieur Laurent, silencieux, se tenait derrière Marc, le visage impassible. « Impassible, grand-mère, je suis là pour te soutenir, tenta-t-il de dire en s'efforçant de paraître sincère. « Me soutenir » ricana-t-elle brièvement, bien que l'effort se transformât vite en une quinte de tout. « Sors d'ici, et ne reviens jamais. » Sa voix monta d'un cran, et les personnes dans la chambre commencèrent à s'agiter. « Grand-mère, ne t'énerve pas, » supplia Marc en faisant un pas en arrière. Mais Madame Belland continua à crier. « Dehors !» hurla-t-elle, tandis que les appareils autour d'elle émettaient des bips de plus en plus rapides. La porte s'ouvrit brusquement et l'infirmière de garde entra en courant, suivie d'un médecin. « Comment sont-ils entrés » demanda le docteur en lançant un regard sévère à Marc. « C'était un malentendu » murmura-t-il en essayant de garder son calme. « Sortez immédiatement » ordonna l'infirmière en le poussant vers la sortie. Monsieur Laurent le suivit rapidement, sans dire un mot. Dans la chambre, le médecin vérifia les moniteurs, l'air concentré, et donna des instructions claires. Dexaméthasone, 10 mg en intraveineuse. Elle ira bientôt mieux, dit l'infirmière tout en administrant le médicament. Madame Belland respirait difficilement, mais peu à peu, son état se stabilisa et elle s'endormit profondément. Henri et Monsieur Laurent quittèrent l'hôpital par une porte arrière, pour éviter d'attirer l'attention. Une fois dans la voiture, le notaire se tourna vers Marc. C'était un échec. Que comptes-tu faire maintenant ? Marc esquissa un sourire, mais ses yeux reflétaient une détermination froide.
Maintenant, on passe à l'étape suivante. Grand-mère ne nous laisse pas le choix. Je te conseille de faire preuve de prudence, avertit Laurent, le regard dur. Marc acquiesça, bien que son esprit fût ailleurs. La cour de la maison de Julien était éclairée par la faible lumière des lampadaires. Il gara rapidement la voiture, claqua la portière et se dirigea vers la maison, tentant de maîtriser sa colère. Son cœur battait fort, et ses pensées tourbillonnaient dans un chaos incontrôlable. Il venait à peine de rentrer de l'hôpital, où il avait failli être découvert. En franchissant le seuil, il se rendit directement à la cuisine, d'où provenait un léger murmure. Ses parents, Julien et Emma, étaient assis à la table. Il y avait une bouteille de whisky à moitié vide, plusieurs verres et une assiette d'amuse-gueule. « Marc » s'étonna Emma en entendant ses pas. « Où étais-tu » Sans répondre, il entra précipitamment, se prit la tête entre les mains et s'écria. « Papa. Grand-mère sait que j'ai essayé de l'empoisonner. » Julien, qui faisait tourner lentement un verre de whisky entre ses mains, se figea et posa le verre sur la table, visiblement agacé. « Quoi » s'écria Emma, livide. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?»« Ce n'est pas ce que vous croyez », commença Marc en marchant nerveusement dans la cuisine, évitant le regard de sa mère. « Je ne l'ai pas fait exprès. »« Pas exprès » s'écria Emma en se levant brusquement. « Tu as essayé de tuer ta grand-mère ?»« Non. » cria-t-il en reculant. « Je voulais juste qu'elle perde le contrôle. »« Pourquoi faire ?» gronda Julien en se levant à son tour. Ses yeux glaciaux lançaient des éclairs de colère. « Explique-moi pourquoi tu as fait ça. » Marc hésita, cherchant ses mots. « J'ai pensé que si elle devenait, disons, plus faible, on pourrait la convaincre de changer son testament en notre faveur. »« Tu es un imbécile. » rugit Julien en serrant les poings. Sa voix résonna dans toute la cuisine. « Tu te rends compte de ce que tu as fait ? » « Papa, tenta Marc. Mais Emma l'interrompit. « Tu trouves que c'était une décision mûre ?» Sa voix tremblait. « As-tu pensé une seule seconde que tu aurais pu la tuer ? Elle nous déteste de toute façon. » cria-t-il. « Elle ne nous laissera jamais rien. » Ce n'est pas une excuse, coupa Emma. Tu n'avais pas le droit de décider pour nous tous. Julien se servit un verre plein de whisky et le but d'un trait avant de se rasseoir. Il se pencha en avant, les coudes sur la table, et regarda longuement son fils. « Écoute-moi bien, dit-il lentement, en s'efforçant de garder son calme. Ne te mêle plus jamais de cette affaire. Tu m'as compris ? Mais, papa. Tu m'as compris ? » Julien frappa la table du poing, faisant presque basculer la bouteille de whisky. Henri sursauta, puis hocha la tête. « Compris » murmura-t-il. Emma, toujours debout, se couvrit le visage avec les mains. « Mon Dieu !» Julien baissa les yeux, puis regarda sa femme. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Si Madame Belland parle à quelqu'un. »« Elle ne le fera pas » coupa-t-il brusquement. « Elle est trop fière pour exposer le linge sale de la famille. » « Mais nous devons rester prudents, » dit Emma, qui acquiesça malgré la tension sur son visage. Elle s'approcha de son fils et posa les mains sur ses épaules. « Marc, tu dois comprendre que ce genre de choses peut détruire toute notre famille. Ce n'est pas un jeu. »« Je comprends, maman, » murmura-t-il sans la regarder. Julien remplit de nouveau son verre, mais cette fois, il le but lentement, songeur. « Demain, j'irai voir ma mère, » dit-il en fixant un poing dans le vide. « J'essaierai d'arranger les choses. »« Tu crois qu'elle t'ouvrira la porte ?» demanda Emma avec prudence. « Je n'en sais rien, » répondit-il. « Mais nous n'avons pas d'autre choix. » Julien quitta lentement la cuisine, laissant ses parents seuls. Une fois dans sa chambre, il se laissa tomber sur le lit. Une seule pensée résonnait dans sa tête, j'étais si près. Dans la cuisine, Julien et Emma continuaient leur conversation. « Tu es sûr de pouvoir la convaincre ?» demanda Emma en tendant un verre propre à son mari. « Non, »
admit Julien sincèrement en se servant un autre whisky. Mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Si elle découvre que nous savions, commença Emma, mais sa voix trembla. Elle ne le saura pas, la coupa Julien fermement. L'essentiel, c'est que cet imbécile ne fasse plus d'erreur. Tu es trop dur avec lui, soupira Emma en s'asseyant à ses côtés. Dur, répondit Julien avec un sourire sarcastique. Tu te rends compte qu'il a failli tous nous ruiner? Emma resta silencieuse, regardant son verre, pensive. Tout semblait avoir échappé à leur contrôle. Demain, tout changera, dit-elle finalement d'une voix froide. Une chose est sûre, je ne le laisserai pas détruire notre famille. Un silence pesant tomba dans la pièce. Emma regarda son mari avec inquiétude. J'espère que tu sais ce que tu fais, murmura-t-elle. Il ne répondit pas. Il se contenta d'acquiescer et reprit la bouteille. À travers la vitre embuée de la voiture, Julien fixait le bâtiment gris de l'hôpital. Une sensation d'oppression lui serrait la poitrine. Il savait que cette rencontre ne serait pas facile. La dernière fois qu'il avait parlé à sa mère remontait à plusieurs mois, et leur échange s'était terminé par de violents reproches et une porte claquée. Il coupa le moteur, ferma les yeux un instant, respira profondément, puis sortit de la voiture. Il traversa le parking d'un pas rapide, bien que chacun de ses gestes trahît son anxiété. Julien voulait arranger les choses ou du moins essayer. À l'intérieur de l'hôpital, l'ambiance était bruyante. Des infirmières allaient et venaient, les patients attendaient assis sur les bancs, et certains visiteurs chuchotaient avec les réceptionnistes. Julien s'avança avec assurance vers le comptoir d'information. « Je viens voir Madame Belland, dit-il d'un ton bref. L'infirmière leva les yeux, fronça les sourcils. « Et vous êtes ?» « Je suis son fils, Julien Belland. Elle se repose après une journée difficile. »« Elle ne doit pas être perturbée, » répondit l'infirmière d'un ton sec, presque réprobateur. « Je ne prendrai que quelques minutes, promit-il. Je veux juste m'assurer qu'elle va bien. » L'infirmière secoua la tête, hésita quelques secondes, puis indiqua l'ascenseur. 3e étage, chambre 312. Julien la remercia et se dirigea vers l'ascenseur. Tandis que la cabine montait, il sentait la sueur perler dans ses paumes. Arrivé devant la porte de la chambre, il s'arrêta un instant pour rassembler ses pensées, puis poussa doucement la porte. Madame Belland était allongée dans son lit. Son visage émacié était pâle, des cernes profonds marquaient ses yeux. Pourtant, malgré tout, son regard conservait cette dureté qui avait toujours à la fois effrayé et fasciné Julien. « Pourquoi es-tu venu ?» demanda-t-elle froidement, sans même le saluer. Julien resta figé un instant, puis retrouva rapidement contenance. « Je voulais te parler, maman, » dit-il en s'approchant du lit. Elle plissa les yeux, ses lèvres se resserrèrent en une fine ligne. « Parler ? Après tout ce qui s'est passé ? Je sais que tu es en colère, » commença-t-il, tentant de garder un ton calme. « Et tu as toutes les raisons de l'être. »« J'ai bien plus que des raisons, » le coupa-t-elle sèchement. « Mais la dernière chose que je veux, c'est te voir ici. » Il s'assit sur la chaise près du lit, s'efforçant de soutenir son regard. « Maman, je suis venu t'expliquer. »« Expliquer quoi ?» cracha-t-elle. « Que ton fils est un misérable qui a essayé de m'empoisonner ?» Julien baissa la tête. « Il a fait une bêtise, » dit-il d'une voix basse. « Mais il n'avait pas l'intention de... » « Vraiment, » répondit-elle, sa voix montant d'un ton mais aussitôt, elle s'interrompit. Elle se mit à tousser, tentant de contenir une montée de colère. Julien tendit la main vers le bouton pour appeler l'infirmière, mais Madame Belland fit un geste pour l'arrêter. « Ce n'est pas nécessaire, » dit-elle en reprenant son souffle. « Je vais bien. »« Maman, je ne suis pas venu justifier Marc, » dit Julien d'un ton plus ferme. « Je suis venu te demander pardon. » Elle le regarda avec méfiance. « Pardon ?» répéta-t-elle. « Tu crois vraiment que je vais croire à tes remords ? » « Il ne s'agit pas que tu y crois, » répondit-il en la regardant droit dans les yeux.
Il s'agit du fait que je le ressens réellement. Quelle plaisanterie, ricana-t-elle d'un rire sec et amer. Tu regrettes que ta famille n'ait pas réussi à terminer le travail? Julien frissonna à ces mots, mais continua. Je sais que tu nous vois comme des ennemis. Mais ce n'est pas le cas. Tu n'en es pas sûr? L'interrompit-elle. Alors pourquoi suis-je ici, et non pas chez moi, en paix? Parce que nous avons commis des erreurs, admit-il. Madame Bélan se tut, son visage restait impénétrable. Julien sentit le silence envahir la pièce, pesant sur lui. Je veux tout réparer, dit-il. Donne-moi une chance. Tu crois vraiment qu'on peut réparer ce qui est déjà fait, répondit-elle avec un léger sourire ironique. Je peux essayer, dit-il. Elle détourna le regard, ses yeux perdus dans le plafond blanc. Julien, tu as toujours été un lâche, dit-elle enfin. Même maintenant, tu ne viens pas ici pour moi, mais pour toi. Il resta silencieux, sachant qu'il serait inutile de discuter. Va-t'en, Julien, dit-elle avec lassitude. Je suis trop vieille pour ces jeux de famille. Julien se leva, le cœur serré de douleur. Si jamais tu changes d'avis, commença-t-il. Mais elle le coupa. Je ne changerai pas d'avis. Il acquiesça, reculant vers la porte. Prends soin de toi, maman, dit-il à voix basse avant de quitter la chambre. Dans le couloir, il s'arrêta et s'adossa au mur. Un mélange de colère, de déception et d'impuissance l'envahit, le laissant complètement abattu. Monsieur Bélan? Il leva les yeux et vit une infirmière qui le regardait avec un léger sourire. Tout va bien? Oui, mentit-il en tentant de se reprendre. Je suis juste un peu fatigué. Elle acquiesça et s'éloigna, le laissant seul. Julien passa une main sur son visage et se dirigea vers l'ascenseur, sentant la douleur croître à chaque pas. La maison de Madame Bélan se dressait, imposante, symbole de son caractère inflexible. Le jardin luxuriant qui l'entourait, avec ses arbustes taillés à la perfection et ses statues élégantes, ressemblait à une forteresse imprenable pour quiconque n'avait pas d'intention sincère. Sur le seuil, Madame Bélan apparut, appuyée sur le bras de Monsieur Duret. Malgré ses récents ennuis de santé, ses yeux brillaient de la même détermination qu'autrefois, et un sourire sarcastique se dessinait sur ses lèvres. « Eh bien, mes chers, dit-elle en entrant dans la maison, je suis de retour. » Monsieur Duret l'aida à rejoindre le salon et l'installa sur le canapé. Claire, Julien et Youssef ne s'attendaient pas à la voir là. Ils étaient assis, tendus, comme des élèves prêts à se faire gronder par le directeur. « Je vous l'avais bien dit, les prédateurs reviennent toujours, » se moqua Madame Bélan en s'installant. « Alors, que discute-t-on dans ma maison ?» Claire fut la première à briser le silence gênant qui s'abattit sur la pièce. « Maman, nous sommes si heureux de te voir, » dit-elle en s'approchant rapidement et en s'asseyant à ses côtés. Sa voix était douce, mais ses yeux trahissaient une certaine nervosité. L'aînée esquissa un sourire sarcastique. « Si heureux que vous ne m'ayez même pas rendu visite à l'hôpital, » dit-elle en levant les mains, la voix à la fois tranchante et moqueuse. Un silence inconfortable régna dans la pièce. Julien fixait le sol, Youssef restait figé, et Claire avala sa salive nerveusement, le visage légèrement rougi. « Nous, » commença Claire. Mais Julien l'interrompit. « Maman, tu sais bien que nous avons été occupés, » dit-il rapidement en levant les yeux. « Occupés » répéta Madame Bélan avec une surprise exagérée. « Occupés par quoi, dis-moi ? Qu'est-ce qui pourrait être plus important que ta mère allongée sur un lit d'hôpital ?» Finalement, Arnaud décida de parler. « Maman, ne faisons pas de scandale. Ce qui compte, c'est que tu sois à la maison maintenant, et en sécurité. » « En sécurité » ricana-t-elle avec sarcasme. « Comment pourrais-je me sentir en sécurité dans ma propre maison, remplie de requins? Vous croyez que je ne sais pas pourquoi vous êtes ici ?» Monsieur Duret, qui était resté dans un coin du salon, esquissa un sourire et se pencha vers Madame Bélan. « Madame, je pense qu'il vaut mieux que je me retire. Je ne veux pas m'immiscer dans une discussion familiale,
dit-il en lui prenant la main et en l'effleurant. Lorsqu'il quitta la pièce, le silence retomba aussitôt. Très bien, dit Madame Belland en brisant ce silence, en scrutant chacun de ses enfants. Qui va commencer? Claire tenta de sourire, mais ce fut un rictus forcé. Nous voulions juste nous assurer que tu allais bien, dit-elle. Bien sûr, souffla la vieille dame avec amertume. Surtout après que j'ai failli mourir, hein? Julien soupira et, levant les yeux, changea de tactique. Maman, tu sais que nous t'aimons. Nous nous inquiétons pour toi. Mais nous ne voulions pas te submerger. Mémé? Se moqua T.L. L'amour se mesure donc au silence? Ou peut-être au désir de se débarrasser de moi? Ces mots figèrent tout le monde. Julien faillit se lever, mais se retint. Que veux-tu dire par là? Demanda-t-il, tentant de cacher ses émotions. Tu sais très bien ce que je veux dire, répondit-elle d'un ton glacial. Claire se tourna vers Julien et lui souffla, furieuse. C'est ta faute. Ma faute, s'exclama Julien en levant les mains. C'est toi qui l'as proposé la première. Taisez-vous tous les deux. Les coupa sèchement Madame Belland. Elle se leva du canapé, non sans difficulté. Vous croyez que je ne vois pas que chacun d'entre vous vendrait son âme pour mon héritage? Sa voix tremblait de colère. Vous pensez que je ne comprends rien? Edgar, qui était resté silencieux jusqu'alors, se leva enfin. Maman, personne ne veut te faire de mal, dit-il fermement. Nous voulons simplement que tu saches que tu peux compter sur nous. Vous voulez que je croie à ce soudain élan d'intérêt pour moi? Ricana T.L. avec amertume. Edgar secoua la tête. On peut continuer à discuter, mais cela ne changera rien. Tu as raison, répondit-elle en se rasseyant. Cela ne changera rien. C'est pourquoi j'ai déjà tout décidé. Que as-tu décidé? Demanda Claire, la voix pleine d'inquiétude. Si c'est à propos du testament. Le ton de Madame Belland était froid, distant, comme si elle s'adressait à des étrangers. Je n'ai inclus aucun d'entre vous. Ni vos enfants. Cette déclaration les laissa sous le choc. Julien resta figé, le regard vide, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Pourquoi? Sa voix était incertaine, comme s'il ne comprenait pas ce qui se passait. Claire, bien qu'avec difficulté, parvint à se maîtriser. Son visage trahissait la douleur et la confusion. Qui as-tu inclus, alors? Demanda-t-elle, d'une voix empreinte de peur et de doute. Madame Belland les regarda un à un, les yeux froids, scrutateurs. Cela n'a pas d'importance, répondit-elle avec un mépris à peine voilé. Vous m'avez prouvé que vous ne méritez pas ce que j'ai bâti avec tant d'efforts. Le silence retomba, alourdissant davantage l'atmosphère. Claire serra les poings. Julien se pencha en avant, le visage déformé par la colère. Quelle sorte de mère es-tu? S'écria Claire, les yeux embués de larmes. Toute ta vie, tu nous as reproché de ne pas vivre comme tu le voulais. On devait se marier par intérêt, avoir des enfants pour perpétuer ton sacro-saint héritage. Et maintenant, tu es devenue folle. Madame Belland la fixa avec une telle intensité que Claire eut l'impression qu'elle pouvait lire en elle. C'était le regard d'une vieille femme capable de percer n'importe quel masque. Je sais désormais ce que nous allons faire, dit Arnaud avec mépris, d'une voix calme mais. Elle affichait une détermination inquiétante. Elle regarda ses frères, qui acquiescèrent en silence. Nous emmènerons maman dans la forêt. Là-bas, elle aura le temps de réfléchir à son comportement. Quand nous reviendrons la chercher, elle signera tout ce que nous voulons. Sa voix portait une telle teinte de malveillance que ses paroles résonnèrent dans l'esprit de tous. Tu es fou, dit Julien. Mais Édouard ne l'écoutait déjà plus. Il sortit pour aller chercher les cordes dans la voiture. Claire jeta un regard vers sa mère, vers ce visage fatigué et durci, et, pendant quelques instants, elle cessa de la voir comme sa mère. À la place, elle voyait une vieille femme que l'on pouvait utiliser. Mais ses pensées furent brèves. Édouard, tu es sérieux?
murmura Claire, cherchant une excuse pour justifier ce qui se passait. Édouard revint avec les cordes. Sans un mot, les enfants commencèrent à attacher leur mère. Ils la transportèrent jusqu'à la forêt et l'attachèrent à un arbre. C'était un moment horrible, absurde. Cette femme âgée, autrefois si autoritaire et stricte, était désormais sans défense, ligotée à un arbre comme une créature sans importance. Claire fit un pas en avant, mais sa main resta suspendue en l'air. Elle ne pouvait croire que ses propres mains puissent faire cela à sa mère. Mais il n'y avait déjà plus de retour en arrière. Madame Belland sentit les cordes s'enrouler autour de son corps. À chaque mouvement de ses enfants, ses forces diminuaient et elle peinait à respirer. Elle ferma les yeux pour tenter de se calmer, mais l'horreur ne la quittait pas. Quand Julien, Claire et Édouard partirent, la vieille femme se sentit soudain très mal. Une voix d'enfant retentit. C'était si inattendu qu'elle ne comprit pas tout de suite ce qui se passait. « Grand-mère, vous allez bien ?» demanda une petite fille. Sa voix semblait lointaine, mais pour la vieille dame, c'était comme une bouée de sauvetage. « Petite, appelle un adulte, je t'en supplie », réussit à dire Madame Belland avec peine, son corps affaibli par la douleur et l'épuisement. « J'y vais vite, ne mourrez pas !» cria la petite fille en courant vers la forêt. Madame Belland entendit ses pas, puis le silence. La peur lui serrait la poitrine. Elle ne savait pas si elle serait sauvée, mais elle espérait que la fillette trouverait quelqu'un. Le temps s'écoulait avec une lenteur insupportable. Elle avait l'impression d'être attachée à cet arbre depuis une éternité. Pourtant, quelques minutes plus tard, elle entendit de nouveau des voix. « Vous allez bien ?» Une femme, accompagnée de son mari et de leur fille, s'approcha de la vieille dame et se pencha vers elle. Il y avait dans sa voix une inquiétude sincère. Madame Belland tenta de parler, mais sa gorge était sèche. Elle ne put que hocher faiblement la tête pour indiquer son état. La femme et l'homme commencèrent à défaire les cordes avec précaution. Ce fut un processus douloureusement lent, et la vieille femme sentait ses forces l'abandonner à chaque minute. Lorsqu'il parvint enfin à la libérer, la femme appela la police pendant que l'homme allait chercher de l'eau. La vieille dame resta immobile, incapable de bouger, tandis que la femme se penchait de nouveau vers elle. « Ça va ? Vous m'entendez » demanda-t-elle avec inquiétude. Madame Belland ne put répondre. Seules des larmes coulaient sur ses joues. Dans ses yeux, il y avait tant de douleur et de peur que la femme comprit que le secours était arrivé trop tard. La police et une ambulance arrivèrent quelques minutes plus tard. Un médecin aida la vieille dame à reprendre son souffle, mesura sa tension et lui demanda son nom. « Vous vous souvenez comment vous vous appelez » demanda-t-il d'une voix professionnelle mais douce. Madame Belland secoua la tête. Son corps tremblait de froid et de faiblesse. Les larmes coulaient toujours, mais elle n'arrivait plus à parler. On la transporta rapidement à l'hôpital. La vieille dame ne parvenait pas encore à comprendre pleinement ce qui s'était passé. Le lendemain, quand Claire, Édouard et Julien revinrent dans la forêt, il était déjà trop tard. Ils restèrent au bord du chemin, observant l'endroit désormais vide, là où, la nuit précédente, ils avaient laissé sa mère derrière eux. Le brouillard épais qui recouvrait le sol conférait à l'endroit une atmosphère étrange et mystique. Le ciel était couvert de nuages, et l'air semblait lourd, comme si la forêt elle-même savait ce qui s'était passé et observait en silence. « Où est-elle » demanda Claire, la voix pleine de désespoir et de colère. Ses yeux scrutaient la forêt, cherchant un indice, n'importe quoi qui pourrait lui redonner un semblant de certitude. Mais elle ne voyait que des arbres sombres et de l'herbe épaisse. L'oppression de l'air était si insupportable qu'elle avait envie de se retourner et de partir. « C'est ta faute !» cria Julien sans se contenir. Il saisit Édouard par l'épaule et le poussa violemment, comme s'il voulait déverser toute la rage accumulée. « Tu as insisté pour la laisser ici. Tu ne voulais pas écouter. » Edgar, comme toujours, gardait son calme, mais ses yeux trahissaient un conflit intérieur. Il baissa la tête, incapable de répondre. Il n'y avait pas de colère sur son visage, seulement un désespoir silencieux. « Elle n'a pas pu partir »
dit-il, mais ses mots semblaient de moins en moins convaincants. Peut-être qu'elle est rentrée chez elle, tout ira bien. Vraiment? Hurla Claire, sa voix résonnant dans la forêt comme un écho. C'était un cri de douleur, de frustration, d'impuissance. Quand a-t-elle disparu? Tu veux me faire croire que tout ira bien? Tu crois vraiment qu'elle retrouvera le chemin seule? Appelons la police, proposa Claire. Édouard secoua de nouveau la tête. On ne peut pas appeler la police, dit-il à voix basse, presque en chuchotant. Si on leur dit qu'on l'a laissée ici, ils nous enverront en prison. Tu comprends? Claire n'eut pas le temps de répondre. Julien attrapa Édouard par la manche et le tira à l'écart. Ses yeux étaient pleins de panique. Qu'est-ce que tu proposes, Édouard? Rentrer comme si de rien n'était? Avons-nous une autre option? Il resta silencieux, les lèvres serrées, le regard figé vers l'obscurité de la forêt. Claire, les larmes aux yeux, regarda son frère et dit doucement. Nous allons la chercher, Édouard. On ne peut pas la laisser ici. Édouard acquiesça, même s'il savait qu'ils avaient peu de chance de la retrouver. Il regarda autour de lui une dernière fois, comme s'il espérait l'apercevoir entre les arbres. Mais rien. Son esprit ne cessait de repasser l'instant où il l'avait abandonnée. Je ne sais plus quoi faire, murmura-t-il, épuisé. Rentrons à la maison. Ils montèrent dans la voiture et roulèrent en silence, sachant que leur recherche resterait vaine. Une semaine passa, comme dans un brouillard. Le temps s'écoulait lentement, chaque jour empreint de monotonie, conversations calmes, anecdotes amusantes, et soins constants pour Madame Belland. Lui rendre visite faisait désormais partie de leur routine. Malgré sa perte de mémoire et ses oublis fréquents, la vieille dame leur était devenue presque familiale. La famille riche la soignait avec dévouement après tout, elle les avait sauvés, et ils étaient désormais son ancre dans cet immense océan d'oubli. Chaque jour, Manon et John lui apportaient de la nourriture, des médicaments, et faisaient de leur mieux pour la soutenir. Victoria, sa fille, ne restait jamais en arrière. Toujours souriante, elle lui apportait des fleurs fraîches, et parfois peignait des tableaux pour l'égayer. Madame Belland, bien qu'elle ne se souvienne plus vraiment de qui ils étaient, voyait en eux un pilier, un espoir. Un jour, alors que le soleil brillait avec éclat et que l'air était frais, les souvenirs revinrent à Madame Belland. Ce ne fut ni dramatique ni soudain. Ce fut progressif. Elle se réveilla le matin, et les images de son passé commencèrent à émerger avec clarté. Elle se rappela non seulement de la famille qui l'avait secourue, mais aussi de tout ce qui s'était passé avant qu'elle ne finisse dans la forêt. Elle appela un vieil ami, Monsieur Harfield, et lui demanda de rédiger un Nouveau Testament. Quand la famille riche entra dans sa chambre comme à l'accoutumée, elle était déjà prête. John, Manon, dit-elle d'une voix douce. La vieille dame était assise dans un fauteuil, avec des papiers devant elle qu'elle avait déjà lus 2 fois. Je veux que vous sachiez que vous ne m'avez pas abandonné quand j'avais le plus besoin de vous. Je vous suis reconnaissante. Manon, qui nettoyait la pièce près de la fenêtre, se retourna, le visage exprimant une joie prudente. Vous ne nous devez rien. Nous avons simplement fait ce que nous pouvions pour vous aider. Non, l'interrompit la vieille dame avec un sourire. Je ne vois pas les choses ainsi. Vous avez été mon dernier espoir. Et maintenant, je veux vous remercier. J'ai décidé de vous léguer mon héritage. Tout ce que je possède. Manon laissa tomber ce qu'elle tenait. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Elle se précipita vers, il s'approcha de Madame Belland, comme s'il tentait de comprendre ce qu'il venait d'entendre. C'est une blague, n'est-ce pas, demanda-t-il prudemment, sans y croire. Aucune blague, répondit la vieille dame avec un sourire étiré. Je vous lègue tout ce que je possède. À vous, Manon, Johnny, Victoria. Manon fit un pas en arrière, l'inquiétude envahissant son regard. Elle tourna les yeux vers son mari, John, qui se tenait à ses côtés. Il semblait tout aussi déconcerté. Moins expressif, certes, mais ses yeux trahissaient un combat intérieur. Madame Belland,
vous n'êtes pas obligé de faire cela, dit John d'une voix basse. Nous n'avons jamais rien attendu de vous, vraiment. Nous avons simplement pris soin de vous parce que c'était juste. Mais ce n'est pas juste prendre soin, John, dit la vieille femme avec gratitude. Comprenez-moi bien, j'ai fini dans les bois à cause de mes propres enfants. Ils ont commis un acte monstrueux pour s'emparer de mon héritage. Et je veux que tout ce que j'ai gagné au fil des années revienne à des gens honnêtes. Et vous l'êtes. Sa voix se fit ferme. Je sais que vous ne vous y attendiez pas, mais c'est ma décision. Je vous laisse cela pour que vous sachiez que je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Victoria, qui se tenait tout près, s'approcha et entoura le cou de la vieille dame de ses bras. Promettez seulement que vous ne retournerez plus dans la forêt, s'il vous plaît, dit la fillette avec un sourire. Sa voix était si douce et sincère que même les mots les plus durs semblaient tendres. Madame Bellenry, son regard s'adoucit. Je le promets, dit-elle, les yeux soudain pleins de lumière. Et où vivrez-vous, demanda soudainement John, tentant de changer de sujet. Madame Bellan sourit et regarda l'homme avec une joie sincère. Il va m'emmener chez lui, répondit-elle. Ce vieux farceur, ajouta-t-elle avec un léger rire. Il a enfin réussi à me faire dire oui. Tous la regardèrent avec étonnement. Chez Duret, s'exclama Manon, incapable de cacher sa surprise. Vous allez vivre avec lui? La vieille dame acquiesça, les yeux brillants de bonheur. Oui, nous allons vivre ensemble pour nos vieux jours. Il a attendu longtemps que je dise oui. Et maintenant, c'est fait. Nous serons ensemble. John et Manon échangèrent un regard. Il y avait de la surprise dans leurs yeux, mais aussi une forme de compréhension, malgré son âge, la vieille dame était encore capable de prendre des décisions qui changeaient le cours de sa vie. Nous sommes heureux pour vous, dit Manon. Vraiment heureux. Madame Bellan sourit et prit la main de John. Merci pour tout. Merci de ne pas m'avoir abandonné dans mon moment de besoin. Je serai heureuse, où que j'aille. Et nous vous attendrons comme invités. Le ciel était gris, comme s'il pressentait les changements à venir. Dans la maison de Madame Bellan, un grand silence régnait, seulement rompu par le craquement du parquet sous les pas de Monsieur Duret. La vieille dame semblait sereine. Sa posture était droite, son visage presque impassible. Ces dernières semaines, elle avait retrouvé la mémoire et la détermination. Aujourd'hui, elle avait décidé que cette maison devait abriter des personnes honnêtes et dignes. Elle s'approcha de la porte, la main posée un instant sur la poignée. Elle regarda Monsieur Duret et hocha la tête. Dans son regard, il y avait quelque chose de rassurant, une présence solide dans un monde fait de choix difficiles. Le moment est venu, dit Madame Bellan d'une voix ferme et assurée. Il est temps de reprendre ce qui m'appartient. Duret sourit, bien qu'une légère inquiétude se lise dans ses yeux. Il savait que cette rencontre ne serait pas anodine. C'était compliqué, mais à présent, avec Madame Bellan, tout allait être différent. Ils entrèrent dans le salon. La vieille dame sentit que les murs, qui lui avaient semblé hostiles ces derniers temps, lui redevenaient familiers. Pendant toutes ces années passées dans la demeure, elle n'avait prêté attention à aucun détail, mais maintenant, l'esprit clair, chaque souvenir semblait ressurgir du passé, l'emplissant de détermination. Remarquant un fauteuil familier dans lequel elle avait passé de longues soirées, elle s'y assit et poussa un soupir. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et quelqu'un entra dans la maison. « Maman !» s'exclama Claire, incapable de cacher son inquiétude. « On t'a cherché partout. Où étais-tu ? On était si inquiets. On a cru qu'il t'était arrivé quelque chose. » Madame Bellan leva la tête. Son regard était froid et implacable. « Ah, enfin !» dit-elle avec sarcasme et mépris dans la voix. « Vous m'avez enfin retrouvé, n'est-ce pas ? Eh bien, me voilà. Vivante et en bonne santé. Mais ne vous donnez plus la peine de vous inquiéter pour moi. » Claire fit un pas en avant, la voix tremblante d'émotion. « Maman, tu ne peux pas parler ainsi. Nous sommes tes enfants. Nous étions inquiets pour toi. Pourquoi nous ignores-tu ?
Madame Belland esquissa un sourire ironique, presque sans émotion. Vous ignorez? Alors que vous m'avez laissé attaché à un arbre en pleine forêt? Claire recula à ces mots. Son cœur se serra de douleur, mais elle ne put dissimuler son amertume. Édouard et Julien restaient silencieux, le visage rougi par la colère et l'incompréhension. « Tu n'as pas le droit de nous traiter ainsi », s'exclama Julien d'une voix lourde d'indignation. « Nous sommes tes enfants. Tu ne peux pas nous chasser d'ici. C'est notre maison. » Madame Belland se leva du fauteuil et fit un pas vers eux. Ses yeux brillaient de détermination et ses lèvres tremblaient légèrement dans un sourire figé. « Une maison, dit-elle en ricanant. Je ne vois pas de quoi tu parles. Il n'y a plus de place ici pour des gens comme vous. Désormais, ce sont des personnes dignes qui vivront ici. Et vous, vous méritez la prison. » Claire poussa un cri, ses mains tremblaient involontairement. « Qu'est-ce que tu racontes? Tu es devenue folle? Nous sommes tes enfants, nous ne méritons pas ce traitement. » Vous méritez exactement cela, répondit froidement Madame Belland. Pendant des années, j'ai tout fait pour vous. Et vous, vous ne m'avez offert que trahison. Maintenant, cette maison appartient à ceux qui m'ont sauvé, à ceux qui m'ont donné les soins que je n'ai jamais reçus de vous. Édouard lui saisit l'épaule, mais la vieille femme le repoussa comme un vulgaire insecte. « Lâche-moi, Édouard, dit-elle sèchement, ou vous finirez tous derrière les barreaux. » Claire et Édouard la regardèrent, incapables de comprendre comment cette femme, autrefois leur mère, pouvait maintenant paraître aussi étrangère et impitoyable. Monsieur Duret, qui était resté en retrait, s'approcha et posa une main sur l'épaule de Madame Belland. Il savait qu'elle traversait une période difficile, mais cela lui brisait le cœur de la voir rompre ainsi ses derniers liens familiaux. « Claire, Édouard, Julien, dit-il doucement. C'est sa décision. Elle a choisi sa vie, et les siens. » Claire recula, le visage pâle. « Partez, tout de suite, » dit leur mère avec une froide insistance. Édouard serra les dents, puis se retourna et sortit sans dire un mot. Julien le suivit. Claire resta figée, les yeux pleins de larmes. « Adieu, maman, dit-elle, la voix brisée, retenant à peine ses sanglots. Peut-être qu'un jour tu comprendras que nous étions tes enfants. » Elle fit un pas en arrière, puis quitta les lieux à son tour, sans se retourner. Madame Belland se mit à rassembler ses affaires pour aller s'installer avec Monsieur Duret.